Ça me dit notamment, j'ai eu un souci de dernière minute avec le chargeur de ma machine qui a lâché. On était près de... S'il te plaît, tu peux un peu parler un peu fort parce que là, je te suis pas, bien. D'accord. La dernière, ça me dit notamment, j'ai eu un souci de dernière minute et hier, on avait un souci de réseau. Ce qui a fait de connectivité audio, ce qui a fait que je ne puisse pas intervenir tel que prévu. Là, c'est bon. Celui qui avait des soucis me ressent maintenant bien. Oui, oui, c'est bon maintenant. D'accord. Bon, aujourd'hui, on va commencer par les bases et fondamentaux du machine learning. Nous, on va commencer par voir ce que le machine learning, en fait, tout ce qui est la littérature. Nous reviendrons dans la phase pratique, évidemment. Bon, comme on a deux séances de retard, là, on va directement entamer et répondre aux questions. La partie pratique, notamment celle qui concerne Panda, va débuter demain. Donc, on va présenter Panda, je pense, 10 à 15 minutes, les fonctions principales et tout, et entrer dans la pratique. Bon, je vais sélectionner le dataset, bon, juste après là, pour passer à le TGC. Parce que je comptais travailler sur le dataset Titanic, et j'ai vu apparemment, vous avez eu à travailler dessus. On les a donné le manque, on va sélectionner un autre. Bon, bien, pour commencer donc, nous commençons par les bases du machine learning. Ok, d'abord, c'est quoi en guise d'introduction donc? Pour résoudre les problèmes de la vie courante, l'homme a créé l'ordinateur et un ordinateur sert à résoudre des problèmes, mais ces problèmes sont de deux types. Bon, ils sont de deux types dans la mesure où lorsque l'homme connaît l'algorithme appliqué, l'homme connaît le calcul appliqué, il est facile pour lui de programmer. Donc, il programme l'ordinateur de façon à réaliser des calculs qui vont résoudre le problème spécifique. Mais il y a aussi un cas où l'homme ne connaît lui-même pas ne connaît pas le calcul appliqué. Donc, il n'a aucune idée, il a un problème, il ne connaît pas le calcul appliqué. Bon, c'est dans ce cas qu'intervient le machine learning. Donc, on veut résoudre un problème, on ne connaît pas le calcul, on ne connaît pas comment implémenter ça dans l'algorithme de l'informatique. Donc, l'homme, dans ce cas, fera recours aux notions du machine learning. Eh bien, c'est quoi le machine learning? Deux définitions ici pour cette présentation. L'apprentissage automatique est une discipline donnant aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans qu'ils soient explicitement programmés. Bon, ça c'est Arthur Samuel en 1959. Arthur Samuel, c'est le monsieur qui a créé le premier programme de machine learning qui joue aux dames, qui a réussi à battre l'homme. Il donne cette définition en 1959. À cette période-là, nous, au Cameroun, on était dans des affaires un peu compliquées. Une autre définition, le machine learning ou apprentissage automatique est la science et l'art de programmer les ordinateurs de sorte qu'ils puissent apprendre à partir des données. Alors, de cette définition, si déjà on comprend que pour parler de machine learning, on a besoin de données. Il y a une question, si depuis 1959, on parlait déjà de machine learning, qu'est-ce qui se passe que ces dernières années, notamment on parle du 23 septembre avec l'IA, la dernière directeur général de l'entreprise NetRobot, NetDragon en Chine, là, ça s'appelait Tang Yu. On arrive aujourd'hui à parler de ça comme c'est une notion vraiment essentielle. C'est pour deux raisons. Deux raisons majeures. On a plusieurs. La première est que avant, il était difficile de récolter les jeux de données. Donc, pour faire un modèle de machine learning, de deep learning, on avait besoin des datasets. Et à l'époque, il n'était pas facile de collecter ces jeux de données. Maintenant, c'est beaucoup plus facile dans les applications, Internet, l'extension d'Internet. On a les réseaux connectés. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de récolter les données. L'autre raison, c'était les capacités des ordinateurs. Bon, à l'époque, dans l'année 1959, 59, on n'avait pas les capacités à développer des algorithmes beaucoup puissants. On avait besoin des processeurs très performants. On verra par la suite que, par exemple, pour développer un modèle de machine learning, l'entraînement peut prendre des heures, peut-être même des jours pour les ordinateurs qui n'ont pas de bonnes performances. Bon, les méthodes d'apprentissage. Il existe 3 méthodes d'apprentissage et toutes ces méthodes sont fortement inspirées de la manière dont nous, les hommes, nous apprenons. Ces 3 méthodes, on a l'apprentissage supervisé, on a l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. OK. En ce qui concerne l'apprentissage supervisé,
C'est la méthode la plus utilisée lorsqu'on veut développer un modèle, un, algorithme de machine learning. Généralement, les premières solutions qui s'offrent à nous sont des méthodes d'apprentissage supervisé. Elle est basée sur 4 notions principales. D'abord, le dataset, un modèle chaque modèle est fonction de ses paramètres. Il y a la fonction QE, l'algorithme d'apprentissage. Bon, voyons en détail. Le dataset, un dataset, c'est quoi? C'est un couple, dataset ou jeu de données. C'est un couple XY que l'on fournit à la machine. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que la machine puisse prédire qui est Y en fonction des valeurs de X qu'on va lui entrer à l'avenir. Donc, ici, la variable Y est appelée la target, la variable cible. Ça veut dire que c'est la valeur peut-être qu'on veut prédire, bien qu'on veut placer. Donc, je prends un exemple comme cela. On veut, par exemple, déterminer si un patient dans le système médical est atteint de COVID-19. On ne prend que cela. On a un dataset qui enregistre les patients, les noms, le groupe sanguin, et tout, le registre, et tout. On veut déterminer s'il est atteint du Covid ou non. On a une colonne Y. Cette colonne Y qui peut-être est, état, on peut dire Covid ou non. C'est cette valeur-là qu'on veut déterminer qui est appelée la target value, ou la valeur cible. On a les variables Y. Et elles portent le nom de X, pardon, autant pour moi, qui portent le nom de features, sont des caractéristiques. C'est net comme en statistique, là, on avait des individus à X variables. Donc, ce sont des variables de chaque individu. Et chaque individu ayant cette variable a une variable qui nous intéresse à cibler. Cette variable-là, c'est Y, qu'on va appeler la target value. Bon, voici un exemple. On suppose que l'on veuille développer un modèle de machine learning pour déterminer le prix d'une chambre à louer à Marois, dans la ville de Marois. Bon, on a un dataset ici généré à la main. On a Y, la target ici, qui représente le prix. On veut déterminer le prix. Et on a les dimensions, la longueur, la largeur, la chambre, et ainsi qu'une variable X3 qui est le quartier. Alors, le but ici est que le système doit pouvoir déterminer, au vu de certaines valeurs, quel est le système doit me dire exactement quel est le montant de la chambre en fonction du quartier, de la longueur et de la largeur. Bien évidemment, on va voir par la suite que ces données peuvent être, ces variables-là peuvent être complétées. Il y a ce qu'on appelle les variables, la sélection des variables. On peut par exemple créer une nouvelle variable qui est surface, ou bien même peut-être ayant la surface, on peut créer le volume pour voir si on peut avoir la hauteur. Pour avoir un dataset ou un jeu de données ou un modèle beaucoup plus précis. Donc ici, on a une chambre qui coûte 18 000, donc la longueur 6,4 et 3,5 pour largeur. La chambre est à Domayo. On a 12 000, 2,8 en longueur, 3,2 et puis et ainsi de suite. Donc, l'idée est que les données soient d'abord réelles pour que le système puisse apprendre. Effectivement, les données doivent être réelles. On va bien se rendre compte que l'effort a été fait ici, essayer de modéliser un quartier, par exemple, comme Domayo. Centre-ville de Domayo, les chambres doivent coûter un peu plus cher lorsqu'elles ont une surface, c'est-à-dire une longueur et une largeur un peu élevée. Donc, on va voir ici que les chambres de Domayo coûtent un peu plus cher que celles des autres quartiers, notamment les quartiers comme Florina ou Pala. Donc, des données comme ça sont un recette peut contenir des milliers et des milliers de variables, d'individus, sûrement des milliers d'individus. Donc, pour qu'il soit précis, il faut que le dataset soit conséquent. Donc, il faut que le jeu de données ait énormément d'individus pour qu'il puisse dire avec exactitude ce qu'il aura appris. Évidemment, avec 2-3 variables, on ne peut pas déterminer que la chambre est située. La chambre coûte 12 000 ou bien coûte 17 000. Autre chose, c'est qu'on peut décider, changer, étant donné le prix, la longueur, la largeur, on veut déterminer le quartier dans lequel se situe la chambre. Est-ce qu'on me reçoit bien? On me reçoit? Oui, on te reçoit. D'accord. Donc, on peut décider plutôt que dans un modèle, on veut plutôt déterminer, dans notre programme, on veut déterminer le quartier dans lequel se situe la chambre. Donc, en ce moment-là, notre target value, Y, devient la colonne quartier. Donc, Y devient comme une variable normale, X1, X2, et on cherche plutôt à cibler maintenant Y. Donc, on développe un modèle en voulant estimer, prédire à l'avenir quel est le quartier. Donc, si j'ai une chambre
de 12 000 qui a une longueur de 2,8, une largeur de 3,2, le système doit me dire avec exactitude qu'ici nous sommes à Pictoire. C'est un peu ça le principe. Donc, on a un dataset. Évidemment, on comprend qu'il faut bien comprendre la donnée en amont. D'où juste après ceci, on va commencer par Panda pour mieux comprendre ce qu'est la donnée et ce que révèle la donnée en fait. Bon, le modèle et ses paramètres. Étant donné le dataset, il est important et connaissant déjà ce que l'on cible, il est important de déterminer quel est le modèle adapté. Or, chaque modèle vient avec ses paramètres. On a plusieurs types de modèles. On a les modèles linéaires. Alors, un modèle qui peut être représenté par une droite simplement. C'est vrai qu'ici, on ne va pas refaire les mathématiques de base. On se dit quand même que tout le monde a un bagage assez conséquent en ce qui concerne les mathématiques. Mais un modèle linéaire est un modèle qui peut être représenté dans un repère OX. OX, Y, simplement, dans un axe des abscisses et l'autre des ordonnées. Un modèle non linéaire, donc pas avoir dans un même repère toujours, mais le déplacement ici c'est suivant une courbe, donc pas avoir un modèle polynomial par exemple, d'ordre n. On peut avoir les arbres de décision lorsqu'on estime que le problème, pour d'abord revenir, je vais parler des paramètres au fur et à mesure, qu'on comprenne. Un modèle linéaire, c'est déjà f de x égale ax plus b. Mon problème peut être modélisé de manière linéaire. En ce moment, les paramètres ici sont a et b. Un modèle non linéaire, par exemple, pour les nombres de degré 2, de degré 3, là on a les AI, x puissance i. Les x, i sont des variables. Donc, les AI sont les paramètres du modèle. Bon, je n'ai pas marqué ça, c'est une présentation, mais j'aurais mieux fait de marquer cela pour être beaucoup plus clair. Bon, les arbres de décision, pour un problème qui peut être résolu avec sur un arbre, on peut déjà utiliser ici les arbres de décision, un modèle qui concerne les arbres de décision. Et là, on a par exemple le nombre d'arbres du modèle. On a les réseaux de neurones. Alors, ici, c'est déjà pour... On aura toute une section dessus, sur les réseaux de neurones. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux de neurones ou le deep learning, ou apprentissage profond, les réseaux de neurones sont des termes liés au deep learning. Donc, le deep learning est un sous-domaine du machine learning. Donc, on ne peut pas arriver à parler du deep learning sans avoir vu le machine learning en avant. Donc, ici, on a les réseaux de neurones. On a par exemple le nombre de neurones qu'on va mettre, le nombre de couches qu'on va mettre dans le réseau de neurones, les fonctions d'activation qu'on va utiliser, les variables d'entrée, le nombre d'entrées, le nombre de sorties. On verra comment implémenter tout ceci dans la partie du deep learning. Et on a comme ceci plusieurs autres modèles. Et chaque modèle vient avec ses paramètres. OK. Voici l'exemple d'un modèle linéaire. Des modèles linéaires et des modèles non linéaires. Les images sont issues du livre de Guillaume Saint-Cyr, un data scientist français qui écrit un livre Apprendre le machine learning en une semaine. Donc, il explique là-bas de manière basique. Je vais remettre une copie du livre à l'ingénieur qui m'a contacté là. Je vais lui remettre une copie du document. Il explique vraiment bien. Voici un modèle linéaire, ax plus b. On a là des points et on veut par exemple prédire un point quelconque. On veut par exemple prédire la valeur de ce point-ci. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une droite qui se rapproche au mieux de tous les points. Bon, si c'est un peu comme dans l'analyse numérique, exactement comme dans l'analyse numérique, on a un point, on a une droite, et on a ces points qui sont tout autour. Le but étant de créer la droite qui ajuste au mieux ou bien qui minimise au mieux les points. Et c'est pareil pour le modèle d'à côté, le modèle non linéaire. On voit bien que les paramètres sont A, B et C. Donc, on va jouer sur les paramètres, modifier les paramètres afin d'avoir une très bonne précision. Par exemple, si on veut utiliser un modèle de machine learning pour faire dans la détection d'intrusion, il faut avoir des précisions qui affrontent les 99% pour pouvoir valider le modèle, pour dire que l'IDS en question est fiable, on peut se fier à cet IDS ou pas. Donc, il faut une précision assez élevée. Et cette précision, les fonctions des paramètres qu'on va entrer. Donc, de toutes les façons, nous y reviendrons. C'est toujours mieux d'avoir un aperçu des différents problèmes que l'on peut résoudre. OK, les erreurs
les erreurs du modèle. Bien, un modèle retourne toujours des erreurs par rapport aux données. Donc, les erreurs ne sont pas forcément liées au modèle, c'est souvent d'abord lié aux données. Par exemple, si les données sont incomplètes, on aura un modèle qui va se tromper. Évidemment, si les données sont peut-être générées de manière aléatoire ou bien ne sont pas réelles, or on veut résoudre un problème réel, le modèle peut se tromper en pratique. Pourtant, en théorie, il relève des bons résultats. Bon, ici, on parle de fonction coût. La fonction coût, c'est l'ensemble des erreurs. Alors, généralement, l'erreur qu'on utilise dans la plupart des algorithmes, c'est l'erreur quadratique. Là encore, ça a été vu, je pense, en analyse numérique, l'erreur quadratique. Du moins, vous verrez encore ça, c'est en analyse numérique 2, IC4. Donc là, on a les erreurs. Le but étant ici de minimiser ces erreurs-là. Les petits traits qui lient là-bas la droite, Y égale A, B, mesure les erreurs. La somme de ces erreurs-là doit être la plus minimale possible, la plus petite possible. Donc, il y a la fonction coût. Et c'est important de garder un œil sur la fonction coût quand on va pouvoir dire, bon, mon modèle est précis à 98% sur les données que j'ai testées, les données d'apprentissage, et à 97% sur les données de test avec une erreur 2. Donc, c'est important toujours de parler d'erreur, de connaître, de maîtriser l'erreur. En fait. OK. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'erreur, c'est que le but principal de l'ingénieur en machine learning est de proposer un modèle qui minimise au plus cette erreur. Donc, un modèle qui ne fait pas, qui fait très peu d'erreurs est la bienvenue. Donc, ça, c'est l'idéal. On peut avoir un modèle qui est, par exemple, on va le voir, hein, à 99% vrai sur les données du test, mais sur les données d'entraînement, mais sur les données de test, une valeur de une précision de 95%. Donc, il y a des erreurs. Il faut pouvoir maîtriser cette erreur-là. Donc, l'idée, c'est avoir une marge très minime entre les données qu'on a testées, qu'on a entraînées et les données qu'on a testées. Toujours minimiser, viser le minimum possible. OK, l'algorithme d'apprentissage. Il est important de choisir l'algorithme qui est le plus adapté au problème, évidemment. Chaque problème, par exemple, un problème linéaire non linéaire ne saurait être appliqué à un algorithme linéaire. On aura une erreur énorme. Le but étant, gardons là l'esprit de minimiser l'erreur au maximum. Le choix est fait selon la méthode d'apprentissage. Là aussi, le choix de l'algorithme dépend de l'apprentissage. On ne va pas plus dire parce qu'on ne sommes plus au niveau de l'apprentissage supervisé. Donc, l'algorithme dépend. L'algorithme d'apprentissage dépend de la méthode d'apprentissage utilisée, de la variable cible également. Donc, ça dépend de la target value. Donc, si je cible une valeur qualitative ou quantitative, l'algorithme est différent. OK. Quels sont les types de problèmes que l'on peut résoudre avec l'apprentissage supervisé? On peut résoudre deux types de problèmes avec l'apprentissage supervisé, les problèmes de régression et les problèmes de classification. Un problème de régression, c'est un problème dont on essaie d'estimer la valeur à l'avenir. Par exemple, je veux peut-être estimer la cote d'un match. Vous savez, mes amis qui jouent au Paris Foot. Donc, je veux peut-être estimer la cote d'un match en fonction des résultats précédents des deux équipes. Donc, là, je suis en train de vouloir résoudre un problème de régression parce que je veux atteindre une valeur précise. Un autre cas, c'est que je veux, dans le cas de l'exemple ci-dessous, je vais déterminer le prix d'une chambre en fonction de sa surface et, par exemple, sa localisation. Lorsqu'on veut cibler une valeur quantitative, généralement, c'est un problème de régression. Lorsque la variable cible est quantitative. Bon, maintenant, lorsque la variable cible est qualitative, là, on cible, c'est généralement un problème on veut résoudre un problème de classification. Donc, on veut classer une variable parmi plusieurs autres. Par exemple, si un patient a le Covid, on veut développer un modèle qui nous dit que le patient est atteint du Covid ou pas. On voit bien la variable Covid-19 qui a la variable infection, par exemple, qui a des valeurs qui est positive ou négative, est une valeur qualitative. En ce moment, on a un problème de classification. Donc, on veut classer les individus. Donc, j'ai un problème qui permet de dire est-ce que l'individu est dans une classe A ou dans une classe B. Ça, c'est un problème de classification. Et généralement, là aussi, la variable doit être qualitative. Pas pour autant vous dire que les problèmes
d'ordre de classification peuvent utiliser les algorithmes de régression. Parce que je viens de parler de l'exemple, par exemple, du Covid. On peut plus décider de matérialiser positif par 1 et négatif par 0. Nous sommes déjà dans un système, nous sommes des variables qualitatives, variables quantitatives. Et là, on sommes dans un problème de régression. Mais c'est là aussi, nous sommes dans un problème on sommes dans un problème de classification, mais avec une variable cible quantitative. Est-ce qu'on me reçoit? Allô? Oui, on te Oui, reçoit. on t'écoute. D'accord. C'est important parce que j'ai mon PowerPoint devant moi, je n'ai pas. Les questions, c'est pour après, non? Oui, Oui. D'accord. Bon, l'apprentissage non supervisé. Ce mot d'apprentissage est utilisé pour les datasets dont l'on ne dispose que des valeurs de X sans les valeurs de Y. Donc, généralement, on a des datasets dont on n'a pas les variables cibles. Par exemple, pour le cas du COVID-19, on a des données sur le groupe sanguin, le résus et tout ce qu'on peut avoir. Mais on ne connaît pas ce qu'on veut cibler. Donc, on dit à l'algorithme que, bon, OK, ça c'est un problème non supervisé. Nous ça. L'algorithme lit dans les données X et seul parvient à classer que, bon, dans les données X-ci, j'ai telle classe, j'ai telle classe. Seul. Donc là, on n'a pas besoin de Y. Mais même si on cherche à cibler Y, OK, il n'y a pas de réponse correcte dans ce cas d'apprentissage. Il n'y a pas d'enseignant. La machine apprend elle seule à reconnaître les structures. Bon, c'est ce que j'expliquais. C'est juste pour la compréhension. Ce mode d'apprentissage possède deux catégories d'algorithmes. Alors, déjà, vous allez noter le déséquilibre entre les sections. La section apprentissage supervisé est très chargée, contrairement aux sections apprentissage non supervisé et apprentissage par renforcement. Bon, c'est simple, c'est un point de documentation. Déjà, la plupart des algorithmes implémentés sont dans l'apprentissage supervisé. Ça, c'est une raison. L'autre raison est que vraiment, il fallait qu'on évolue un peu rapidement. Comme dans l'avenir, nous allons nous attarder sur les problèmes d'apprentissage supervisé et un peu non supervisé. Parce que non supervisé, encore, c'est gérable, mais par renforcement, ça nécessite, on verra par la suite, d'autres mécanismes. Donc, on peut résoudre deux types de problèmes. On a deux catégories d'algorithmes, les algorithmes de regroupement et d'association. Alors, est-ce que ici je dois encore expliquer ce qu'est le regroupement et l'association, mais voici par exemple une image qui illustre au mieux ce que je dis. Et là encore, l'image est issue du livre de Guillaume Saint-Cyr. Je le cite parce que son travail est vraiment magnifique. J'ai lu le livre. Je vous enverrai le livre d'ailleurs. Ok. Sur l'image du haut, on a déjà on a des classes de cellules. On voit bien que pour un homme, il a 6 images. Il est simple pour un homme de comprendre qu'on peut classer les images en deux catégories. En fait, il s'agit des cellules. On a des cellules animales et végétales. Pour ceux qui se souviennent un peu de leur cours de sciences, on a des cellules animales et végétales. Donc, le système n'a pas la colonne cellule, on se dit bien. Il n'a pas, par exemple, la colonne cellule. Il n'a que des éléments tels que le cytoplasme. Là, maintenant, c'est pour dire n'importe quoi. Hein. J'essaie de me souvenir, la membrane et tout. Mais il n'a pas la catégorie de la cellule. Donc, il se base sur ces images ici pour pouvoir classer. Et on voit bien que même pour l'homme, c'est facile de classer. C'est un mode d'apprentissage statique.
Bon, ils ont aussi quelques étudiants qui Allô, allô? Allô? Oui, j'ai été coupé. Hein. Ok. Bon, on est au niveau de l'apprentissage par renforcement, non? Ok. Apprentissage par renforcement. C'est un mode d'apprentissage statique. Ici, on a un apprentissage avec interaction avec l'environnement. Déjà, ça induit un dispositif qu'on ne peut déjà pas en ligne comme c'est utilisé, ou même d'abord même s'en procurer avant de l'utiliser. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système apprend tout seul. Et puis, lorsqu'il fait une action, on lui, on lui donne comme un petit bonus. Pour lui comprendre que non, en fait, ce que tu as fait là est bien. Répète ça prochainement. Et c'est comme ça que le système apprend au fur et à mesure du temps. Donc, il apprend et il y a interaction entre le système et l'extérieur. Par exemple, en robotique, si le robot est chargé de classer les tomates euh, 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 dans un panier bleu, lorsqu'il se trompe de panier, il n'a rien. Lorsqu'il classe dans le panier bleu, il a quelque chose en récompense. Et il comprend tout ce qu'il faut à l'habitude de classer dans le panier bleu. Okay. Le système est récompensé à chaque fois qu'il fournit une réponse positive. La machine reçoit un signal, du signal de renforcement. Évidemment, si c'est pas trop lié aux bonbons et autres, hein, généralement, interaction la machine, lorsque nous sommes en phase d'apprentissage, c'est un signal qu'on envoie, et le signal est électrique. Comme gain. Bien, voici un récapitulatif des algorithmes. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord faire un petit récapitulatif sur les méthodes d'apprentissage. Au début, on a dit que ces méthodes d'apprentissage en intelligence artificielle sont fortement basées de la manière dont nous, les hommes, nous apprenons, dont nous, les hommes, nous résolvons nos problèmes. Alors, je vais prendre un exemple pour gérer les trois cas. J'ai imaginé qu'on veuille apprendre à pédaler à un petit garçon de 8 ans. Alors, dans le cas de l'apprentissage supervisé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui donner au garçon, on peut lui affecter un enseignant qui sait pédaler, qui va lui donner des instructions, monte, regarde devant, pédale, ne regarde pas, ne rit pas, et ainsi de suite. Là, on lui donne, là, il est conduit. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, de manière théorique. Apprentissage non supervisé, maintenant, on dit, bon, ok, tu t'assois seul sur ton vélo, tu t'imagines des choses. Tu as vu des gens certainement pédalant, on te donne le vélo. Et c'est à toi seul d'imaginer comment faire pour avancer. Donc, c'est un peu ça le cas d'apprentissage non supervisé. On n'a pas à target value. Donc, on n'a pas un monsieur qui dit que, OK, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ceci. Fais comme ceci, c'est pour avancer, comme ceci, c'est pour reculer. Non. Mais dans ce cas, l'enfant se souvient avoir vu quelqu'un sur le vélo et tout seul se bat, s'assoit, monte et s'assoit, pédale et tout, et tout, et tout, et tout. C'est le cas d'apprentissage non supervisé. Le cas d'apprentissage par renforcement. Bon, c'est un peu l'apprentissage non supervisé, mais sauf qu'en plus, lorsque l'enfant fait un beau geste, bon, je ne vais pas parler de ceinture de sécurité sur le vélo, mais lorsque, par exemple, l'enfant pédale sans vouloir regarder comment la pédale tourne, on lui donne un bonbon. Et l'enfant comprend automatiquement qu'à l'avenir, je dois pouvoir pédaler sans regarder la pédale. Je parle comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai appris à pédaler, en tout cas. OK. Bon. Voici une image. Là, bon, c'est pas... C'est un peu partout sur Internet. Donc, je n'ai pas mis la source. C'est aussi dans le livre de Guillaume. Je n'ai pas mis la source. Ici, on a le machine learning au centre. On veut se décider comment est-ce qu'on veut choisir le meilleur algorithme d'apprentissage possible. Il faut d'abord identifier dans quel problème est-ce que l'on est. Est-ce que nous sommes dans un problème de régression? Est-ce que nous sommes dans un cas d'apprentissage? Dans quel type d'apprentissage d'abord, autant pour moi? Dans quel type d'apprentissage est-ce que l'on est? Est-ce qu'on est dans un apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement? Et lorsqu'on se décide sur le type d'apprentissage, on a un chemin, un chemin, autant pour moi. L'image est un peu une structure en arbre, donc on a un chemin. Lorsque nous sommes en apprentissage supervisé, on essaie de voir est-ce que nous sommes dans un algorithme, dans un problème. Donc, après l'apprentissage, on détermine le problème. Est-ce un problème de classification ou de régression? Alors, je rappelle, classification, c'est lorsqu'on veut classer un objet dans plusieurs catégories. Régression, c'est lorsqu'on veut déterminer avec
exactitude ou bien estimer la valeur d'une variable dans un temps futur. OK. Et lorsqu'on choisit, par exemple, un problème de régression, dans le cas du machine learning, des problèmes algorithmes d'apprentissage supervisé, on a plusieurs algorithmes, mais ce n'est pas le tout, hein, c'est pas tous les algorithmes ici. On a les arbres de décision, les random forest, on a les neural networks, les réseaux de neurones, les modèles linéaires, les support vecteur machine, les SVR. Bon, en fait, les machines à support vecteur. On a également les classifications. Pour les problèmes de classification, on a les algorithmes du plus proche voisin. Et puis là, c'est évident. C'est quand même évident. Si, par exemple, je vais déterminer, pour le cas du jeu de données Titanic, on peut utiliser là-bas un problème de classification pour déterminer si un patient a survécu au Titanic ou s'il est mort, ou s'il a succombé. Donc, on utilise un problème d'arbre de décision. Par exemple, si nous sommes 3 sur le siège, mes 2 voisins sont décédés, ou bien nous sommes 5, les 4 autres sont décédés autour de moi, alors le programme va se dire que, bon, certainement, moi aussi, j'y suis passé. C'est un peu ça. Le problème de classification, le problème lié aux arbres de décision. Donc, on s'appuie au problème de classification. OK, on a aussi les naïfs bayésiennes. Alors là, c'est bias au sens mathématique, c'est le même. Donc, c'est un algorithme probabiliste. Donc, qui est fait sur les probabilités. Vous voyez bien, c'est que là, tous ces algorithmes se tendent vraiment vers les problèmes de classification. On gère là des probabilités. OK, en ce qui concerne les apprentissages non supervisés, on a les clustering ou les réductions de dimensions, ce qui correspond au problème de classification aussi, hein, dans une certaine mesure, mais propre à l'apprentissage non supervisé. On a l'apprentissage par renforcement également qui vient avec ces algorithmes. Ce qui est bien, c'est que nous allons utiliser scikit-learn. Et dans scikit-learn, toutes ces méthodes, tous ces modèles sont implémentés. Donc, on va juste jouer, on va charger le modèle, on va juste jouer sur les paramètres. Donc, il va falloir comprendre le modèle, comment le modèle fonctionne et comprendre les paramètres. Donc, ce sera un peu ça le principe avec scikit-learn que nous allons utiliser dans l'avenir. Voici par exemple la démarche, un peu la démarche à suivre pour résoudre les problèmes de machine. Au départ, on voit bien, rien ne peut être fait en machine learning sans dataset. Ça veut dire que on ne peut parler de machine learning que si on a déjà un jeu de données. Surtout ce qui en ce qui concerne l'apprentissage supervisé. Bon, le reste, j'ai avoué, déjà comme l'apprentissage par renforcement, là-bas, l'implémentation est un peu à notre niveau difficile. Un peu difficile. Bon, c'est pas dit impossible, mais c'est un peu difficile. Déjà mieux comprendre déjà ce qu'on peut faire. Donc, on a le dataset qui est un ensemble XY, X étant une matrice. On le verra finalement dans Panda. Un dataset est une matrice, c'est un tableau au sens Excel du terme, c'est aussi un tableau. Qui peut être des données provenir de données Excel, SQL, CSV et autres. Lorsqu'on récupère le dataset, on le transforme. Donc, il y a ce qu'on appelle le pre-processing. C'est le terme pré-traitement en machine learning. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le pré-traitement? Il est dans les machine learning, notamment, par exemple, dans le deep learning, un algorithme de réseau de neurones, par exemple, lorsqu'on voulait effectuer des calculs, si vous faites des additions et que j'ai, par exemple, une colonne montant, où je manipule les montants en termes de millions, et j'ai une colonne peut-être un autre montant, mais là, en termes d'unités, peut-être en centaines. Par exemple, le taxi pour arriver, pour prendre une chambre, et tout pour le centre-ville. Je vais faire une addition entre les unités qui ne sont pas de même ordre de grandeur. C'est un problème. C'est un problème. Et ça, c'est un problème qu'il faut remédier. Donc, il faut s'assurer que les données qu'on a sont dans la même échelle. Alors, ça n'échange en rien la qualité du dataset, vu que les cas types entre les variables sont toujours respectés lorsqu'on applique le même calcul pour les mêmes variables, pour les mêmes données du même dataset. Les cas types est respecté. Ce qui nous intéresse, c'est les cas types. C'est les cas types entre les variables. C'est ce que vaut une variable par rapport au dataset. C'est ce qui nous intéresse. Donc, on prend un dataset, on le transforme. Dès qu'il est transformé,
Donc, ici, il y a plusieurs transformations. On peut décider, par exemple, d'encoder. Je vais dire que, bon, OK, le Covid, je vais dire, s'il a le Covid, on note ça 1, s'il n'a pas le Covid, on note ça 0. Donc, on change. Donc, il y a ce qu'on appelle l'encodage. On a ce qu'on appelle, par exemple, on a l'encodage, on a la transformation de variables, par exemple. Donc, on divise le dataset. Pourquoi on divise le dataset? Parce que on divise le dataset en deux groupes. Vous allez voir peut-être les petites bassines qui illustrent les datasets sont de dimensions différentes. Ce n'est pas pour rien. Il y a un trend set et un test set. Ça veut dire que lorsqu'on a notre dataset, on le divise en deux parties. Bon, c'est un document qui demande qu'on divise en 3 parties. Et moi, je trouve que c'est mieux de diviser en 3 parties. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, on s'inspire, ces modèles sont inspirés de l'homme, de la manière dont l'homme apprend, ne l'oublions pas donc. Lorsqu'on entraîne un modèle, c'est comme si on faisait un QCM-OTD. Alors, si on évalue sur le même QCM, on aura 19, 18, on sera sûr que nous sommes performants, on se trompe. Et on va nous prendre, on va avoir une entreprise et on va produire des résultats bizarres. Eh bien, c'est la même chose ici. Pour éviter d'évaluer le jeu de données, on évite toujours d'évaluer le jeu de données, le modèle, sur les mêmes données qu'on a entraînées. Donc, on divise de manière à ce que lorsqu'on va tester pour voir est-ce que mon modèle est fiable, on envoie d'abord les données qu'il n'a jamais vues, sur lesquelles il ne s'est pas entraîné. Et s'il est précis à 97%, c'est beaucoup plus vrai que de dire qu'un modèle est précis à 99%, alors que les données sur lesquelles on l'a testé sont des données sur lesquelles le modèle a appris. C'est beaucoup plus vrai. Bon, arrivé devant, il peut arriver que on est divisé en deux parties. Généralement, il y a aussi le modèle selection de Scikit-Learn, toute une bibliothèque de Scikit-Learn, toute une fonction qui gère ça, tout un module pre-processing qui gère ça dans Scikit-Learn, on a toutes ces fonctions-là, bon, on va les appeler, qui gère la division, cette division-là. Généralement, c'est du 80% pour l'entraînement et 20% pour les tests. Et après le test, qu'on dit, bon, est-ce que je suis satisfait des 92% ou des 90%? Est-ce que mon modèle est utilisable en pratique ou non? Bien, ce qu'on fait généralement, c'est que si on n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'on fait? On rentraîne le modèle. Or, le modèle, c'est un peu comme au rattrapage. Or, le modèle a vu les données du test. Je ne sais pas si on me comprend. Allô? Voilà. OK. Bon, c'est un peu comme une sorte de rattrapage. Si on prend les mêmes épreuves, le même QCM qu'on a eu au rattrapage, que même si on n'a pas vu au TD, mais on a eu au rattrapage et on nous évalue dessus, à l'examen, c'est ça, normalement, on nous évalue dessus au rattrapage, on n'est pas sûr que l'on a compris. Donc, lorsqu'on va vouloir modifier, j'ai eu pour un premier test de résultat à 92%, je me dis, bon, 92% n'est pas bien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche de nouvelles données pour moi? Non. C'est pour ça qu'il faut prévoir ça et diviser en 3 parties dès le départ. Vous dites, bon, une troisième catégorie qu'on appelle val test, c'est-à-dire données de validation. Validation test. Donc, on crée un jeu de données d'apprentissage pour l'entraînement et pour les validations. Je dis que, OK, maintenant je valide, c'est une autre évaluation, je dois évaluer sur les données que je n'ai, le système n'a aussi jamais vu. Et lorsqu'on est donc sûr de ces évaluations, après correction évidemment, tel que mentionné, on extrait le modèle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut, par exemple, utiliser un modèle à n'importe quelle application. Hein. Si je veux, par exemple, faire une détection de spam dans mon site web, je suis dans le bloc conversation ou bien commentaire, ou bien pour un bloc d'aide. Je veux exclure les spams. Quelqu'un vient avec un message qui contient trop de liens là pour pouvoir pirater. Que bon, suis le lien si pour pouvoir résoudre ton problème. Mon système, j'entraîne un modèle de détection de spam que j'injecte dans le module qui gère les commentaires, dans la partie qui gère les commentaires. Donc, j'ai un modèle qui va gérer qui va gérer la détection de spam là-bas. Donc, lorsqu'un commentaire est détecté comme un spam, il le retire, le confine, bon, il le retire directement. Donc là, on extrait le modèle, on l'entraîne. Dès qu'on est satisfait, on extrait le modèle. Il y a plusieurs, on peut extraire au format JSON ou H5 pour pouvoir prédire à l'avenir que bon, ça c'est un spam, ça c'est non un non-spam. Bon, ça c'est tout en ce qui concerne les bases du machine learning.
Évidemment, nous allons commencer demain par comprendre ce qu'est le dataset. Donc, comprendre Panda, comment est-ce que visualiser les données, comprendre, analyser un dataset en gros. Pour mieux le comprendre, pour mieux entraîner un modèle, il faut d'abord comprendre comment les données, ce que vaut chaque variable, ce que signifie chaque variable. Quelle est l'influence d'une variable par rapport à un dataset? Est-ce que si j'enlève ma variable, par exemple, quartier dans mon dataset, est-ce que mon système est toujours capable de prédire avec exactitude le prix de la chambre? On sait bien qu'une chambre au centre-ville de Domayo ne peut pas, même si elle a les mêmes dimensions, ne peut pas avoir le même prix qu'une chambre à Palazaïka derrière le cimetière. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, demain, déjà, nous allons commencer par comprendre ce que le dataset. Et après le dataset, ça, c'est avec Panda qu'on va gérer. Nous allons entrer dans la partie plus processing. Et là, on sera dans la faille qui donne. Bon, bien évidemment, dans Panda, je pourrais parler de ça maintenant pour venir parler à la suite de l'ingénieur qui a présenté les bases de Python. Évidemment, après NumPy, parce que Panda est fait sur la base de NumPy. On verra aussi ça. Il y a peut-être des vies pour tracer des courbes, parce qu'on ne peut pas analyser des données sans tracer des courbes, des histogrammes. Donc, il y a Matplotlib et il y a Seaborn qui le fait de manière magnifique. Alors, si vous êtes bien d'accord, peut-être on va faire une séance sur Matplotlib et Seaborn pour pouvoir mieux comprendre, parce que analyse de données sans représentation graphique, vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Mais là, ça va encore inclure une séance sur Matplotlib et Seaborn avant d'attaquer Scikit-Learn. Bon, là, je propose ça, c'est à vous de voir. Bon, là, donc, était la fin d'aujourd'hui. Je n'ai pas prévu de conclusion parce que j'ai préparé en même temps la partie sur Panda. Je comptais enchaîner, mais c'est mieux de faire dans l'ordre de consommer petit, tant que ça passe. C'était l'essentiel à présenter pour aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. J'ai une question. J'ai pas bien compris l'explication de Armstrong sur le slide 16. Slide 16. Ah, autre chose, je n'ai pas modifié le slide. D'accord. Je n'ai pas numéroté. Bon, ça va. OK. Déjà, sur le slide 16, on a une modélisation de la manière dont on peut gérer nos problèmes, non? Nous voyons notamment les problèmes de machine learning. J'ai un problème de machine learning à résoudre. La première des choses, c'est je suis dans quel type d'apprentissage? Est-ce là, par rapport au problème que je veux résoudre, je suis dans un apprentissage supervisé, non supervisé ou par renforcement? C'est la première des choses. Et bon, maintenant, lorsque je dis que je suis dans un apprentissage non supervisé, là-bas, j'ai deux types de problèmes que je peux résoudre. Les problèmes de clustering, les problèmes de réduction de dimension. Et chaque problème a son algorithme. Donc, le but ici déjà, dans le cadre de ce projet, est de comprendre ce qu'est le machine learning, de pouvoir développer les premiers modèles. Mais si vous vous sentez satisfait de ça, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'algorithmes, pour mieux implémenter, il faut s'asseoir sur un algorithme, comprendre comment un algorithme fonctionne en particulier. Donc, on ne peut pas passer le temps à tâtonner que, bon, par exemple, je veux résoudre un problème de classification, je pars d'abord chercher un algorithme qui fait de la régression. Donc, ce petit schéma-ci permet déjà de se décider très tôt sur quel type d'algorithme se baser selon le problème, bon, selon le mode d'apprentissage en amont et le type de problème à résoudre, soit on a un problème de classification ou de régression, si nous sommes dans l'apprentissage supervisé, ou alors de clustering ou de réduction de dimensions. Nous sommes dans un cadre d'apprentissage non supervisé. Bon, le cas d'apprentissage non par renforcement, par exemple, pour ceux-là en particulier, déjà, vous avez compris, je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué pour moi de s'attarder à ce niveau-là. Ok, merci. D'accord. On attend les questions. Allô?
D'accord. Cette séance intervient juste après Panda. Vu que lorsqu'on analyse les données, il faut les visualiser. Bon, analyse sans visualisation, vraiment, il ne sait pas comment expliquer à quelqu'un que, bon, voici ma donnée, voici comment les gains de ton entreprise, et voici. Il faut bien des cours, il faut bien des diagrammes, il faut bien des histogrammes pour pouvoir illustrer ça. Donc, Matplotlib peut bien gérer l'affaire. Matplotlib est si bonne parce que vraiment, si bonne, vraiment, c'est pas data science. Et c'est même déjà, c'est même fait sur la base de Matplotlib aussi. Donc, en gros, on va prendre peut-être une ou par exemple, Panda et Matplotlib, j'utilise le livre. Panda et Matplotlib utilise le livre d'une Française, Amandine Vell. Elle aussi veut dans le livre. C'est un document payant. Chez nous en Afrique, ici, vous connaissez comment on fonctionne. Il pèse 160 mégas ou 145 mégas exactement. Je vais mettre dans mon drive et je vais vous envoyer le lien. Et en français, c'est généralement, c'est un peu compliqué de trouver les bons livres. Mais ce livre-là est intéressant. Puis les bases sur la data science avec Python. C'est le livre d'Amandine Veld. Elle est une Française. Elle fait dans l'informatique, la bioinformatique, l'informatique agricole. Ok, si vous êtes intéressé, vous allez un peu lire, vous allez voir, c'est un peu impressionnant. Elle fait dans la bioinformatique, elle écrit des scripts de surveillance réseau, des scripts. Script Perl, Python. Ok, merci beaucoup, ingénieur Armstrong, pour ta présentation d'aujourd'hui. On va donc se donner rendez-vous demain pour, pour Panda. Donc, demain, en venant, les gars, il faut bien manger parce que on va, on va un peu écrire sur le clavier. Oui. Bon, on va prendre peut-être, on va prendre Maxime, on va faire l'effort de prendre ne serait-ce que 10 minutes pour parler de ce qu'est Panda, comment Panda fonctionne. Et la suite, on va faire en application. Donc, le temps, juste pour moi, de me décider sur quel jeu de données utiliser demain, soit pour Covid, soit pour Netflix, soit. Je vois, il y a des filles là, sinon pour faire des choses de manière intéressante, j'aurais proposé un jeu de données sur la première ligue pour ceux qui aiment le football, parce qu'en même temps, plus on est passionné, plus on veut comprendre, plus. Donc, je vais faire l'effort de trouver un jeu de données demain présenter ça demain. Ok, compris. Bon, sur ce, on a atteint notre heure, on va arrêter. Bonne fin de soirée à tous. À D'accord, demain. merci, mais à vous.